Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir deux exposés. Un sur le réseau de neurones est bien, qui va être présenté par mademoiselle Timouyes Meriem, docteur en intelligence artificielle et professeur vacataire à l'Université internationale de Lyon. Donc, il est membre associé de l'équipe Hermite et il travaille sur les réseaux ébiens et ses applications. Le deuxième exposé va être présenté par M. Himish Ayoub sur l'algorithme de rétropropagation. Donc après, nous allons passer à la discussion et l'échange avec les participants. Donc, mademoiselle Mariam Timouyes. Oui, bonjour tout D'accord, le monde. Mariam, vous pouvez partager votre écran. Vous arrivez à voir la... Oui, mais essayez d'afficher en plein écran, comme ça, D'accord, ouais. maintenant? Très bien, oui. D'accord, donc je me présente. Je suis Mariam Timouyes, docteur en informatique, en particulier en intelligence artificielle. J'étais encadrée par le professeur Souad Derouiche, pour l'instant à la recherche d'un poste à l'université. Je suis membre associé de l'équipe ERMID du centre CRMF. Et bon, actuellement, je suis professeur vacataire à l'Université Police de Lyon. Voilà, donc notre présentation sera sur l'apprentissage compétitif et bien. On va commencer tout d'abord par un contexte général, puis on va voir l'estimation de la FDP, le pourquoi et le comment. Après, on passe à l'apprentissage compétitif dur. Enfin, on va faire un rappel pour terminer avec l'apprentissage compétitif doux. En fait, on ne va pas nous limiter dans cette présentation sur la méthode elle-même, la méthode de l'apprentissage compétitif est bien, mais plutôt on va avoir tout le paradigme sur lequel la méthode est basée. Donc alors, le schéma que vous voyez résume tout le principe sur lequel on travaille. Donc on a des données, on a besoin d'exploiter ces données. Heu, on développe un système intelligent qui nous donne des résultats et puis qui nous permet d'exploiter, enfin, d'interpréter plutôt ces données et donc prendre des décisions cruciales souvent. C'est pour ça que nous nous intéressons au développement du système intelligent. En fait, on fait une simulation des compétences des cerveaux humains ou même animal parfois selon les compétences qu'on cherche. Hem, voilà, en fait, il n'existe pas une méthode qui est capable, qui est une méthode c'est tout de classification, une méthode qui est capable de traiter de traiter tout type de données avec une efficacité comme celle de l'être humain, par exemple. Et donc, ces données, après la collecte, subissent une préparation qui peut être un pré-traitement, une réduction de dimension ou une transformation selon les objectifs établis, avant de passer à un système intelligent et qui fait l'apprentissage à partir de ces données elles-mêmes pour des buts de minimisation d'erreurs, maximisation d'entropie, cartographie de caractéristiques, feature mapping. Enfin, ce sont des objectifs de moyens et non pas des objectifs de fin. Les objectifs de fin, ce sont la classification ou la régression. Donc, c'est pour cela qu'on s'intéresse d'abord à le traitement des données. Donc, surtout quand on travaille dans un contexte non supervisé, on essaye de faire une analyse descriptive pour avoir plus d'informations sur la distribution des données. Donc ici, sous l'hypothèse
que chaque classe d'observation corresponde à un mode de la fonction densité de probabilité, comme on voit dans l'exemple ici, l'exemple bidimensionnel qui contient trois classes gaussiennes. On voit que en calculant la FDP de cette distribution, on trouve que les maxima locaux coïncident parfaitement avec le centre de ces classes. C'est normal parce que la, la, la densité elle est plus élevée au centre d'une classe gaussienne. Et donc le problème de la classification est posé en termes de détection des maxima locaux en tant que des modes qui représentent les modes. Donc comment calculer d'abord l'estimation de la FDP? On utilise un algorithme rapide basé sur la méthode de Parzen pour l'estimation de densité. Cet algorithme consiste à normaliser d'abord la plage de variation par la transformation linéaire suivante pour cerner les observations dans une plage qui sera discrétisée après en R intervalles égaux de longueur unité, mais R est défini au préalable. La discrétisation, c'est tout un domaine qui pose beaucoup de questions, mais il fonctionne très bien. Surtout ici, en, en faisant en calculant la densité de probabilité. Alors, une fois la discrétisation est réalisée, le calcul de la densité de probabilité se fait alors par le calcul de moyens des observations à l'intérieur de chaque hypercube non vide. Et donc là, si vous remarquez, euh, on ne traite plus l'ensemble de Q-observations, mais plutôt un nombre réduit des centres des hypercubes non vides. Donc non seulement on a, euh, on a pu avoir une information de plus, qui est la FDP, mais on a fait une réduction des données traitées. Donc, pour mieux illustrer les méthodes vues au cours de cet exposé, voici un exemple modèle bidimensionnel pour des raisons de visualisation, constitué de quatre classes gaussiennes, dont voilà l'estimation de la FDP. Revenons à notre schéma. Donc maintenant, on, soi-disant, on a préparé nos données, ils sont chargés dans une matrice des observations. En fait, les lignes sont les hypercubes et les colonnes sont les caractéristiques, en plus la FDP. Voilà, ils sont prêts maintenant pour passer en entrée d'un réseau de neurones pour des raisons de clustering ou de régression. Maintenant, on peut passer à décortiquer notre boîte noire, sauf qu'il est bleu ici. Donc, d'accord. Parmi les types d'apprentissage des réseaux de neurones qu'on peut trouver dans la littérature, il y a l'apprentissage compétitif, qu'on a déjà vu dans la présentation du professeur Derwish. On a en fait on a vu seulement l'apprentissage compétitif dur qui utilise des réseaux multicouches. Il y a aussi l'apprentissage compétitif doux, où la structuration de leur topologie permet de distinguer entre deux types d'apprentissage, qui est l'apprentissage avec fixation de dimensionnalité du réseau et l'apprentissage sans fixation de dimensionnalité du réseau. On va voir ce que cela veut dire. Donc, on commence d'abord par un petit rappel sur les réseaux multicouches. Commençons d'abord par un petit. Ah, en fait, on va commencer par à titre d'exemple, on prend un réseau de deux couches
juste pour simplifier, il se peut qu'il contient un ou plusieurs, couches cachées. C'est un apprentissage, acyclique, feed forward, c'est-à-dire, il n'y a pas de rétropropagation. Heu, Tous les neurones de la couche d'entrée sont fortement connexes avec les neurones de la couche, de sortie pour pouvoir faire passer les vecteurs en entrée à tous les neurones de sortie. Et les neurones de sortie, ils sont initialisés à partir des données elles-mêmes. Ça, c'est juste la préparation du réseau. Voici, au cours de l'apprentissage, il y a les neurones de sortie qui entrent en compétition. En fait, les neurones déjà, ce sont des neurones distance et donc on ne fait pas la sommation heu, des poids multipliés par les vecteurs d'entrée, mais par contre, on calcule la distance entre, excusez-moi, entre le vecteur en entrée et le poids du neurone. Juste, après la compétition, on trouve un gagnant, un neurone gagnant, celui qui a la distance minimale pour qu'il subisse une, actualisation selon, la fonction, suivante. Alpha de t, c'est la fonction d'apprentissage. Au début, on utilise, le running, average, schedule qui était alpha 0 sur 1 plus t, mais pour diminuer l'effet, l'influence plutôt de alpha 0 sur l'apprentissage. En fait, la fonction d'apprentissage en anglais, c'est, learning rate, ce qui, décrit mieux la fonction, c'est le pas d'apprentissage et donc si le pas est très, est très large soi-disant, on va s'éloigner du centre qu'on cherche. S'il est il est trop petit, il se peut qu'on n'arrive jamais à converger vers les centres qu'on cherche à aboutir et donc ils ont, dans cette fonction qui s'appelle Search, then Converge Shadows, le taux. Ils ont divisé T sur taux. T, c'est les itérations, les cycles, parcourus par l'algorithme et donc taux, seulement il doit être, assez supérieur de alpha 0 et comme ça et on garde une balance entre les 2 paramètres pour, converger, normalement, vers nos objectifs. Donc à titre d'illustration, en utilisant en faisant entrer les centres, des hypercubes des non vides plutôt à ce réseau, soi-disant, les points rouges ici représentent les poids, qu'on a utilisés pour initialiser les neurones de sortie. Ils sont choisis aléatoirement à partir des données qu'on vient de dire. À l'entrée d'un hypercube, heu, aléatoirement choisi bien sûr, représenté par ce X, en bleu. Les neurones de sortie entrent en compétition. Une fois trouvé le neurone gagnant, on va comparer, heu, c'est ça le rôle de la FDP, on va comparer la FDP du 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 centre d'hypercube en entrée avec le poids du neurone gagnant. Si, ce dernier est inférieur de celui en entrée, on fait l'actualisation. Sinon, on change rien. Parce que le but, c'est d'aboutir les maxima locaux. Et donc, la FDP ici, c'est comme une boussole qui nous permet de d'avoir, la direction vers laquelle on cherche à converger.
Voilà. Si, on présente donc, les centres des hypercubes non vides de l'exemple modèle au réseau, on choisit 17 neurones de sortie qui vont représenter les 17 hypercubes, heu, représentant les maxima locaux. Voilà. On voit bien sûr que ces maxima locaux, coïncident parfaitement avec les centres des des classes. Maintenant, il faut savoir que, cette approche a des limites, comme les poids aberrants par exemple, des units. Certains poids, ne se déplacent vers aucun centre de classe ou encore même, plusieurs vecteurs, poids, se dirigent vers une solution sous-optimale. Donc et on n'aboutit pas à l'objectif qu'on cherche. Et il y a aussi le problème de que à chaque fois qu'on change, l'initialisation des poids, on peut, heu, obtenir des résultats différents. Surtout que, heu, le nombre K des neurones gagnants, change aussi et donc ça influence vraiment les résultats. Il y a aussi un problème avec les classes, qui sont représentées par plusieurs prototypes et parfois même, ça arrive pourquoi? Parce que, puisque c'est une, heu, initialisation aléatoire, il se peut que le choix, de ces poids se fait à partir de 2 ou 3 classes alors qu'on a peut-être 10. Donc au cours de l'apprentissage, c'est le reste des classes, il peut rester des il peut y avoir des classes qui ne sont représentées par aucune prototype et donc d'autres, elles sont représentées par plusieurs prototypes. Dans tous les cas, une classe représentée par plusieurs prototypes, on ne peut pas savoir est-ce que c'est une seule classe ou ce sont plusieurs classes. Et donc on peut dire que, heu, cette méthode, d'apprentissage est sensible à l'initialisation. En cherchant la cause, ils ont trouvé que, apparemment, c'est dû au monopole de l'actualisation par un seul neurone gagnant à chaque itération. Parce que à chaque fois, un seul neurone qui sera actualisé et pas les autres, ça influence les résultats. Notre objectif, bien sûr, c'est de minimiser la dépendance des résultats de la classification à l'initialisation. Ils ont pensé, pourquoi ne pas changer carrément le paradigme de le gagnant prend tout, le winner take all, par un autre paradigme qui est le gagnant prend la plupart, le winner take most. L'idée, en fait, elle vient, heu, elle était inspirée, du système biologique du cortex où les stimuli de même nature excitent une région de cerveau bien précise et d'une manière interprétable. Donc une fois une image, reflétée sur la rétine de l'œil, on voit que, les régions dans le cerveau, les régions excitées dans le cerveau, elles préservent parfaitement, coïncident parfaitement avec l'image. Et donc, en faisant la projection de projection de cet, concept sur les réseaux de neurones artificiels, cela a mené à chercher une organisation des neurones de sortie, permettant une mise en correspondance de l'espace d'entrée avec, l'espace du réseau, afin de préserver la topologie des données. Donc le but général
de ces méthodes, c'est la préservation de la topologie des données. Donc maintenant, on revient à notre diagramme et on passe maintenant à l'apprentissage compétitif avec fixation de dimensionnalité du réseau. Il s'agit d'une construction préalable d'une carte sous forme de grille composée de neurones permettant à la suite une modélisation de l'espace des entrées au cours de l'apprentissage. Euh, En fait, ces méthodes-là, son point fort réside dans sa capacité de représenter les données de dimensionnalité très élevée sur un espace de faible dimensionnalité, de faible dimension. En fait, ce qui rend ces méthodes-là plus utiles pour les problèmes de visualisation. Parmi les méthodes adoptant cet apprentissage, on trouve le Growing Cell Structure, incremental grille, enfin, euh, l'incrémental grille croissant et les fameux cartes auto-organisatrices de Conan, les cartes somme qu'on va prendre une idée sur. On va pas détailler trop, mais on va prendre une idée sur comment il fonctionne. C'est un modèle élaboré par Conan en 82. Donc la carte peut être une grille rectangulaire ou hexagonale, comme elle euh, peut prendre la forme d'un cylindre ou même une sphère. Du point de vue architectural, euh, les cartes somme sont constituées d'une grille. La plupart du temps, sont unies ou bidimensionnelles. Dans chaque nœud de la grille se trouve un nœud. Chaque nœud est lié à une vecteur, voilà ici, une vecteur référent, euh, responsable d'une zone dans l'espace des données, appelé aussi espace d'entrée. On voit maintenant l'algorithme de cette méthode. Donc, avant, c'était juste la préparation du réseau. Maintenant, l'algorithme, au cours de l'apprentissage du vecteur référent, euh, bon, si on voit l'algorithme ici, le 1, 2 et 3, c'est la construction du réseau. Le 4, c'est la compétition entre les neurones dans la grille et en cherchant le tri des neurones pour trouver le le gagnant. Le 5, c'est l'actualisation du vecteur poids du gagnant et ses voisins en utilisant la relation suivante. Et voilà, il continue à traiter jusqu'à le traitement de tous les données euh, en entrée. On voit à droite ce qui arrive au cours de l'apprentissage. Dès qu'on présente une observation, les neurones dans la grille s'adaptent pour s'approcher un petit peu vers l'observation en entrée. Et donc, euh, on essaye de rendre notre carte ressemble le maximum possible aux distributions des données. Sauf que cette méthode, elle a un petit problème, c'est que les, les résultats, ils sont
il y a une ambiguïté dans les résultats de Camise. Malheureusement, j'ai pas pu, faire j'ai pas donné une illustration des résultats, un exemple. Je pensais à ça, en fait. Maintenant, on passe à l'apprentissage compétitif doux, sans fixation de dimensionnalité des réseaux. Voilà. Alors, la structure des réseaux de neurones et son apprentissage se passent en même temps. C'est contrairement aux autres réseaux qu'on a vus tout à l'heure, il y a toujours la construction d'abord et puis on l'apprentissage vient après. Mais ce type de réseaux, l'apprentissage et la construction des réseaux se passent en même temps. Ce type d'apprentissage est présenté par certaines méthodes. On trouve, le réseau de gaz neuronal. C'est une, plutôt, méthode de quantification vectorielle qui cherche les centroïdes, comme point de densité d'échantillons situés à proximité, plus qu'une méthode de classification. Elle est nommée par ce nom parce que en fait, la propagation des prototypes, qui s'appellent aussi les dictionnaires, j'utilise le terme dictionnaire dans cette méthode, heu, il ressemble, au mouvement de brownien, le gaz brownien, des molécules de ce gaz dans un récipient fermé, voilà. Mais bon, il y a aussi l'apprentissage compétitif. Eh bien, finalement, on voit l'apprentissage compétitif bien, que je vais le représenter juste après. C'est une méthode bon, juste pour savoir, qui, qui comment dirais-je? Qui s'intéresse à la connexité des neurones et non pas en fait, elle ne fait pas d'actualisation des points. Bon, c'est on va voir ça. Il y a aussi le growing neural gas, le gaz neuronal incrémental, qui est en fait une fusion entre le gaz neuronal et le CHL, le Competitive Hebbian Learning, en utilisant une variable locale pour incrémenter l'âge d'une connexion. Je sais que c'est pas clair encore, mais je vais revenir sur ça après, dès qu'on explique, ce que c'est que l'apprentissage compétitif linéaire. Avant de passer à la excusez-moi, avant de passer à l'explication de cette méthode, ce type des apprentissages, ils se servent de 2 types, 2 outils, heu, géométriques, pardon, qui est, qui sont, le diagramme de Voronoi et son duel, triangulation de Delaunay. Excuse. Bon, je vais pas m'arrêter beaucoup sur ces 2 méthodes. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que, ces 2 méthodes, elles nous permet de réduire, le temps de calcul parce que au lieu de comparer la distance d'un neurone par tous les autres neurones, on le compare juste par ses voisins qui sont déterminés à travers, la triangulation des données. La D'abord, on fait le diagramme de Voronoi Voronoi, qui fait une tessellation de l'espace des données et puis la triangulation des données qui est basée sur l'idée, que
chaque 2 points, le cercle circonscrit, passant par ces 2 points, ne contient à l'intérieur aucun autre point. En fait, une observation. Bon, voilà, je passe à l'explication de la méthode. C'est parmi les méthodes qui appliquent à la lettre la règle de Hooke, qui dit que si 2 neurones sont simultanément actifs, la force de la synapse, existant entre ces 2 neurones est augmentée. Donc en général, si on voit prenons un exemple de 4 points par exemple, on cherche à, à vérifier, celui le plus proche par exemple. On calcule la distance entre, les autres points. Celui qui a la distance minimale, elle crée, une arête entre ces 2 2 points, 2 neurones. C'est simple, il ne fait aucune actualisation en fait, il ne fait que traiter la connexité des données. Normalement, il n'est pas généralement, utilisé seul, mais, en conjonction avec une autre méthode comme le gaz neuronal. Donc, développé par Martinez en 93. Il cherche la connexité entre les points d'un ensemble donné, de telle sorte que chaque ensemble de neurones connexes représente une classe. Et d'ailleurs, il ne change pas les vecteurs poids des neurones, comme je viens de dire, et donc il ne fait pas de mise à jour. Même les arêtes, il n'élimine pas des arêtes. C'est pour ça que le Growing Neural Gas, qui fait la fusion entre les deux méthodes, gaz neuronal et la CHL, elle, elle ajoute un âge à chaque arête. Une fois vieillie, au cours de l'apprentissage, elle sera éliminée. Elle meurt tout simplement. Et c'est une méthode très puissante en réalité. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas assez célèbre comme, les autres méthodes. Donc, en appliquant, cela sur notre exemple modèle, en fait, cette procédure de traitement qu'on voit illustrée ici est, est extrait, à partir de notre approche, qui était le sujet de ma thèse. Et si maintenant on a calculé les on a extrait les maxima locaux, heu, calculé la TD, la triangulation de Delaunay et son duel, diagramme de Voronoi. On passe maintenant à voir, l'apprentissage de cette méthode à travers, l'algorithme suivant. Il faut savoir d'abord que le résultat qu'on attend de ce de cette méthode, c'est un ensemble de connexions. Donc on initialise à vide notre, ensemble de connexions, on calcule la TD, puis on on cherche aléatoirement un maxima locaux, et puis on fait le travail qu'on a vu tout à l'heure de trouver le neurone le plus proche et le connecter. Donc conserver la connexion minimale. Ainsi, on aura ce travail se répète jusqu'à la terminaison le traitement de tous les hypercubes, les maxima locaux.
Donc on obtient à la fin, des modes significatifs de la FDP, une, un ensemble des points des neurones qui sont connexes entre eux et qui représentent et que chacun représente une classe. Parce qu'avant, on avait juste les prototypes qui sont les maxima locaux, mais on ne peut pas savoir est-ce que c'est par exemple ici ces 3 est-ce que ces 3 prototypes représentent vraiment, 3 classes ou 2 classes ou une seule classe? On ne sait pas. Mais grâce à cette méthode, on arrive à préserver la topologie de notre, distribution. Sauf que, heu, il y a un problème ici, c'est que, heu, au cours de traitement de la relation de voisinage d'un neurone avec ses voisins, déterminés bien sûr par la TD, il se peut qu'une classe soit présentée par un seul neurone. Alors, en le traitant avec la CHL, il va il va sûrement le connecter avec un autre neurone parce que pour lui, il va chercher toujours la distance minimale et créer une arête. Et donc, comme vous voyez ici, par exemple, heu, ici on voit donc finalement, il y a toujours le fantôme de l'initialisation qui est, présent, et qui influence, quand même. Alors mais on va trouver une solution pour ça en utilisant d'abord, vous arrivez à voir que, heu, les chaque neurone qui représente une classe, le neurone unique qui représente une classe est lié à un autre arbre qui représente une autre classe et donc ça influence, l'efficacité de la méthode. C'est pour ça, pour pallier à cet inconvénient de CHL, enfin, on le considère comme un inconvénient parce que, on l'utilise, de cette façon. Mais si jamais, par exemple, ce problème n'est pas présenté, n'est pas posé, dans la GNNG, les Go-Enol Gas. Donc on sait qu'en statistique que bon, en fait, d'abord, on a pensé à comment extraire une information à travers ces données qui peut nous permet de savoir que, hem, nous, en fait, nous en tant qu'humains, quand on voit 2 objets qui sont très proches, on arrive quand même à à à dire que, ce sont 2 objets, c'est pas une seule, même si la distance est minimale. Donc il y a sûrement une information de plus qui nous permet de faire cette distinction entre ces 2 objets. Alors, mmh, tout en gardant la 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 l'automatisation de cette méthode, pour ne pas influencer l'automatisation de cette, méthode, on pense à utiliser les données elles-mêmes et du coup, on arrive à extraire l'information qui nous aide à résoudre ce problème, sans ajouter, un comment ça s'appelle? Un seuil ou quelque chose pareil. Donc on sait qu'en statistique, plus de 99 des observations sont compris entre le 3,
3 fois l'écart type de part et d'autre de la moyenne d'une classe gaussienne. On a essayé d'utiliser cette information pour dire, pour distinguer entre 2 neurones. Donc si jamais hem, on calcule l'écart type de chaque neurone, chaque point, et en appliquant, cette propriété sur l'apprentissage de CHL, si jamais il est fort probable que lorsqu'on a, la distance enfin, lorsqu'on a la distance entre x1 et x2 est supérieure que la somme du 3 fois la SD de x2 et la SD du x1, il est fort probable que ce sont 2 classes différentes. Alors que si jamais la distance est inférieure que la somme des 2 écarts types, 3 fois écart type, il est fort probable que ça soit une seule classe. Voilà, tout simplement l'idée, on l'a utilisée en tant qu'une condition pour actualiser, ou en fait pour créer ou pas, une arête entre deux 2 neurones. Et donc le résultat était vraiment, bonne, voilà, c'est tout. On arrive à isoler ces points pour les neurones, pour les distributions gaussiennes. Et pour les distributions non gaussiennes, on s'est servi on a changé plutôt, la distance euclidienne par la distance, de Mahalanobis qui, qui prend en considération la dispersion des données autour de leur centre, qui a aussi, permet d'isoler les points, utilisés. Maintenant, cela nous a permis de gagner du temps et d'efficacité de la méthode. Même, pour des 3D, on voit si pour un nombre de cas différent, et si les 2 classes ils sont présentées par un seul prototype, il arrive à l'isoler. Donc, déjà parce qu'il ne fait pas d'actualisation, il a un taux d'erreur, nul, et en utilisant les 2 outils géométriques, diagramme de Voronoi et la triangulation de Delaunay, il nous permet de, réduire la complexité de l'algorithme à, log n, et voilà. Donc, voici quelques, références, et je vous remercie pour, votre attention. Merci à vous, Myriam. Donc Merci à vous. maintenant, on va passer à la discussion. Donc si vous avez des questions à poser sur les 2 exposés, je vous écoute. Ouais. Oui, est-ce que vous avez des questions ou bien des points à éclaircir? Donc les 2 exposés étaient très riches. Si vous permettez, madame, Oui, monsieur Jawed, oui. Oui, moi je bien sûr. tiens, bien sûr. Donc, je remercie beaucoup Dr Myriam Timouyes Merci à vous. pour sa présentation. Ça mérite en effet plusieurs
plusieurs exposés, Pour plusieurs plus- présentations, peut-être à chaque fois on s'intéresse à un Exactement. aspect. Oui. Oui, Oui. parce que c'était, comme elle a dit, ça présente une thèse, donc c'est pas forcément accessible du premier coup. Et puis, j'ai une petite question, sachant qu'au fur et à mesure, vous répondiez aux questions. Donc, chaque fois, je Oui, oui. Oui, d'accord. donc, une première question, le traitement, la recherche un peu du nœud gagnant pour la mise à jour des poids associés. Est-ce qu'on ne peut pas paralléliser cette opération? Est-ce qu'on ne peut pas lancer plusieurs une petite remarque aussi que je glisse, c'est que ce travail correspond en même temps à différents champs, à différentes approches en machine learning pour le réseau de neurones. Oui. Le premier, déjà, c'est les TDA, donc Topological Data Analysis. Donc, on voit un petit peu vers la fin, on a vu un peu la géométrie qui apparaît et les triangles, mais on peut aussi supposer que ça peut aussi correspondre à des simplexes, etc. Donc, Mhm. mais ça correspond aussi au GNN, au graphe. D'ailleurs, Oui, c'est très justement. lié. On parle parfois de geometric learning, donc pour englober le tout, pour englober la topological data analysis, donc la Oui. TDA, et puis aussi les graphes. D'accord, donc est-ce qu'on peut paralléliser le traitement? Parce que si on traite ça nœud par nœud, à chaque fois on trouve un nœud gagnant. Donc, peut-être ça va coûter un peu cher, ça va ralentir les traitements. Oui. Oui. Exactement. Oui. Oui, oui, Mariam, tu as la réponse? Tu peux répondre, Mariam, oui. Oui. Juste pour cibler la réponse, pour quel algorithme exactement? Pour l'algorithme, Oui. au début, lorsque vous avez dit que vous allez chercher je pense le deuxième algorithme, hein, si je me rappelle bien. Donc, lorsque vous cherchez le nœud le plus proche et vous mettez à jour, il y avait les mu, etc., donc, pour mettre à jour les poids. Donc, oui. On parlait des cartes sommes. C'est ça, oui. Je m'excuse. Ou je pense avant la carte somme. Avant la Oui. carte somme. Avant la carte somme, avant. Oui. Donc, vous parlez de. Alors, pour reformuler, Mariam, la question de M. Jawed, c'est pourquoi pas, c'est-à-dire actualiser tous les neurones en même temps, C'est ça. Oui. c'est-à-dire pour réduire le temps d'exécution. Alors, comme par Parce que- exemple l'apprentissage compétitif généralisé, ce que nous avons vu l'autre fois. Oui, justement. Donc, c'était l'objectif de cet algorithme, c'était de réduire le temps. Donc, il Oui. faut traiter, c'est-à-dire en parallèle, tous les neurones. Oui, justement, Oui. c'est dans l'apprentissage compétitif dur. En fait, justement, c'est pour ça qu'il y avait l'apprentissage compétitif doux. C'est pour euh, résoudre ce problème de traiter un seul neurone à la fois. D'accord. Oui, D'accord. Oui. on traite aussi, si on veut traiter tous les neurones en même temps, ça va être trop coûteux au niveau de temps d'exécution. Donc, ils ont pensé à pourquoi ne pas actualiser le neurone gagnant et ses voisins. Comme ça, euh, on s'approche de plus en plus à représenter, enfin, à, à rassembler aux données représentées au réseau. D'accord. Ça ressemble, pourquoi j'ai posé aussi la question, c'est parce que dans les graphes, Alors, oui. Oui, on fait un petit peu la même chose, mais là, on essaye donc, de traiter tous les neurones, pas forcément tous les neurones, c'est-à-dire en fonction de la mémoire utilisée, etc., mais au moins, on a la liberté de choisir un nombre, comme les batchs d'accord, oui, dans les réseaux de neurones, mais pas seulement se Mhm. limiter à un neurone et son voisinage. oui.
peut-être que ça… J'ai aussi une autre question, mais vous avez répondu vers la fin à cette question. Oui. Je la pose quand même. Oui. D'accord. C'est… Monsieur Jawed, oui. Oui, تفضلي يا أستاذ. Pardon, oui. Juste pour le traitement, c'est-à-dire des données, c'est-à-dire il faut toujours réfléchir, c'est-à-dire au traitement, c'est-à-dire des données qui sont significatives, si on peut dire ça. C'est-à-dire Oui. c'est l'objectif, c'est-à-dire d'étudier. Et plus que ça, c'est-à-dire nous avons traité c'est-à-dire les hypercubes qui ont, c'est-à-dire un maximum local, qui représentent les prototypes des classes. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire dans Oui, ce je travail. sais. J'ai Oui, vu il y a que c'est beaucoup de pour ça que choses. j'ai dit il serait intéressant que ça Oui. soit détaillé sur plusieurs exposés, plusieurs Et à chaque fois, opérations. donc, on s'arrête sur des inconvénients d'un algorithme pour Oui, chercher, c'est-à-dire c'est-à-dire une technique afin de résoudre le problème. Mhm. oui, Donc, pour l'idée, c'est-à-dire l'idée de l'algorithme de l'approche Ebien, c'est pour résoudre le problème de non supervisé. oui, Vous voyez, donc, Oui. une fois donc, avec l'apprentissage supervisé, donc, on voit que d'après les exemples présentés, le surnombre des neurones, ils sont répartis en Mhm. un nombre c'est-à-dire de classes qui coïncident parfaitement avec les classes présentes dans l'échantillon. d'accord. Oui. Donc, Oui, l'idée après, c'était voir, c'est-à-dire essayer d'analyser la connexité entre ces hypercubes. Voilà. Parce qu'au début, on choisit un nombre K oui, on ne sait pas, puisqu'on travaille dans un contexte non supervisé, on ne sait pas les nombres des classes. oui, On estime Oui. juste un nombre Mm. qui est peut-être supérieur au nombre réel des classes existantes. Oui, mais Et avec le donc, réseau Ebien, nous avons résolu le problème, c'est-à-dire c'est voilà. automatique, c'est-à-dire oui, ça ne nécessite pas, donc même si j'initialise, c'est automatiquement, donc il y a Oui. la mais détection ça, des… Oui, oui, d'accord. Mais et ça, c'est ça, ça, ça se rapproche de ce qui se fait avec en topologie les GN, algébrique, Oui. oui, DDA, puisque là aussi, mais certainement, il faudrait qu'on échange autour de ça. Ils oui, prennent les nœuds, donc les points, et puis ils construisent des diagrammes de persistance. Euh, oui, et Mhm. c'est un petit peu c'est un peu la même idée. On cherche le voisinage, on cherche les nœuds qui sont oui, voisins pour pouvoir constituer des hypercubes, mais ou des simplexes. Là, on parle de Mhm. simplex. d'accord, oui, Oui. Donc, En fait, certainement, il y a et ils utilisent aussi beaucoup de choses de ce que vous avez présenté ici. Mhm. J'ai une autre question, mais vous avez répondu vers la fin. C'est au lieu de travailler avec les nœuds, qui sont des points, et Mhm. d'ailleurs en topologie algébrique, on le traite, il y a les points, il y a les bruits, il y a juste, c'est-à-dire Mhm. des points qui vont disparaître, peut-être Oui. des nuages de points. Là, je parle donc à partir de la topologie algébrique. Mhm. Est-ce que l'approche bayésienne, carrément, dès le début, je considère une approche bayésienne, c'est-à-dire pas les points avec des valeurs, mais des moyennes et des écarts types. Je pense que c'est ce que vous avez Mhm. fait vers la fin. Mhm. Je raisonne en termes de probabilité, mhm, je pense que c'est ce que vous avez fait vers la fin avec l'écart type, etc. et considérer. Mhm. Oui. Oui, justement. Voilà, donc J'ai- sinon, je vous ah oui, remercie. C'était très clair, oui, surtout oui, ça que la va, manière de présenter était aussi très claire et vous étiez Merci. allé très, d'accord. très doucement. Il y a une question ici, donc une Dans le question. chat, oui, oui. Voilà. Oui. Alors, pardon, Monsieur Jawed, avant de passer à la question du chat, votre question, votre dernière question, Oui. si vous pouvez la répéter. Ah, Donc, je la répète. Ah, parce que Je j'ai pas commence. saisi Je la commence réponse, à la découvrir. question. Voilà, je commence à découvrir que les gens oui, transforment les problèmes de machine learning au lieu de dire que je vais prendre des nœuds avec des points, des X, des coordonnées, mhm, etc. Ils oui, considèrent qu'il s'agit de variables aléatoires, Ah, oui. d'accord? oui, Et donc, ce qui les intéresse, c'est souvent une moyenne et un écart type, etc.
D'accord. Ah oui, d'accord. Et il traite ça avec des notions de théorie de l'information. Et D'accord. c'est plus souple, c'est Oui, plus intéressant, mais C'est-à-dire je au lieu découvre de ça parce que raisonner, oui, oui, au lieu de raisonner sur c'est-à-dire les attributs qui caractérisent les objets, par oui. exemple, donc il faut réfléchir sur L'information qui est d'autres contenue informations. à distance. voilà. C'est comme le GNN, c'est ça? Oui, Comme oui, le c'est comme les GNN. GNN, exactement, Oui, mais en dehors des GNN, c'est utilisé oui, pour les réseaux standards, feed forward. d'accord. Ils, Oui, ils raisonnent en termes de… Parce que ce qui nous intéresse dans un nuage de points, c'est un petit peu l'information contenue dans les Exactement. points, etc., et non Mm. pas forcément oui, les données elles-mêmes. D'ailleurs, d'accord. c'est ce qu'elle a Oui. commencé par faire au début. Elle a dit il faut qu'il y ait un Mm, pré-traitement. Qu'est-ce qu'on fait dans un pré-traitement? C'est qu'on essaie d'extraire Ouais. l'information à partir des données. Parce que les Oui, données c'est n'ont pas beaucoup exactement. d'importance. Mais Oui. l'information, ce qu'on cherche. Mm. on a aussi parlé Ce sont les d'entropie, données etc. avec le sens. Avec le L'information, sens. c'est Voilà. donné avec sens. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, on enlève ce qui n'apporte pas beaucoup Mm, d'informations. Et puis, Mm. oui, on suit l'information. Par exemple, dans ce qu'elle a fait, on peut considérer qu'il y a un nuage de points qui évolue dans le temps, mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait c'est comme s'il précise l'information qu'il porte en lui. oui. Je passe des points au triangle et puis peut-être au cube et puis aux hypercubes ou au simplex en regroupant les voisinages et puis en travaillant peut-être pour les points centraux, etc. Et on est en train d'éliminer le bruit et de concentrer l'information. Donc, Oui, c'est Oui, comme le traitement d'information, oui, oui, étudier, exactement. l'analyse de l'entropie, etc. Voilà. Mais c'est des d'accord. idées d'ailleurs, ils sont anciennes, mais ils réapparaissent Oui, à Oui, voilà. partir de 2000, de 2020, Mm. 2018, 2019. Les Oui. gens commencent à traiter les réseaux de neurones comme, comme avec la théorie de l'information. Voilà. Et c'est d'accord. un peu, c'est très intéressant. Par exemple, Oui, lorsque vous avez parlé d'optimisation, eux, ce Mhm. qui les intéresse aujourd'hui, c'est pas l'optimisation, mais c'est la capacité de généraliser. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ils transforment oui. le Mm, problème. Parce que ce qui Oui, exactement. m'intéresse, c'est d'extraire l'information qui va me permettre de définir Mhm. des concepts et non pas optimiser par rapport à des exemples ou par rapport à des données que j'ai entre les mains. Voilà. Mais c'est une approche que je découvre moi aussi. Donc, c'est peut-être qu'un jour, on en discutera. d'accord, oui, bien sûr. Oui. Merci. D'accord, donc merci, M. Jawed. Donc, nous avons ici une question. Bon, pour Myriam, vous avez dit que la règle de Hub n'actualise pas les poids. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage? Ce que je sais, c'est que la règle de Hub permet de faire la mise à jour des poids. On ne parle pas de la règle de Hub, mais plutôt la méthode compétitive, d'apprentissage compétitif est bien. Parce que la règle de Hub, c'est une règle qui est utilisée par une large gamme des méthodes d'apprentissage. Exactement, Mais oui. voilà. Donc, l'apprentissage compétitif est bien, cette méthode, il ne fait que traiter la connexité entre les données. Soit il ajoute une arête, soit il ne l'ajoute pas. Mais il n'actualise pas les poids entre les neurones. En fait, il ne donne pas un poids à ces arêtes. C'est-à-dire, il n'y a pas une. C'est pas comme la règle de Hubble, il y a la comment ça s'appelle en biologie le, le poids, en fait, le poids synaptique. Synaptique. Voilà, Les synapses, oui. entre les deux neurones. Mais là, on s'intéresse juste à est-ce qu'il y a une relation ou pas. On ne le mesure pas. Vous voyez. Euh, voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure D'accord. de l'analyse, vous avez dit que la liaison peut disparaître parce que s'il n'est pas Mais renouvelé, je pense. ça, c'est pas en utilisant juste l'apprentissage compétitif est bien, mais ça, Oui, c'est dans le growing neural gas. d'accord, ok. C'est qui fait, C'est l'autre approche. ouais, c'est l'autre méthode qui fait la fusion entre le gaz neuronal et l'apprentissage compétitif est bien. Il Oui. utilise les deux méthodes et
pour préserver la topologie d'une donnée quelconque. Et c'est une méthode que je trouve très intéressante. Et le fait de mettre une arête entre deux nœuds, c'est pour préserver la proximité, pour dire qu'ils sont Voilà, proches. exactement. Ils sont connexes, oui. Oui, Ouais. mais on n'utilise pas cette liaison pour la mise à jour des features, ou des attributs, comme dans les GNN, non? Non, Parce que dans les GNN, on met les oui, liaisons, on peut les identifier. Mhm. D'ailleurs, oui, je suis sûr que vous avez dit à un moment que ce sont des méthodes intéressantes, mais qui ne sont pas connues. oui, Ils sont connus, mais sous différents noms. C'est pas peut-être, d'accord. oui. Et non, ils sont connus parce que ce que vous avez dit, on le retrouve souvent, mais sous un autre nom. J'avais parlé de géométrie Oui, fluide, peut-être mais aussi de ils ont pris topologique un data autre analysis. itinéraire de recherche. D'ailleurs, les cartes dont vous avez parlé, ils sont aussi utilisés, mais on parle de variété. Mhm. On cherche aussi, d'accord, variété. Au lieu, vous l'avez dit, vous avez dit que ça peut être plein, une carte plane, ça peut être un cylindre, mais ça peut aussi être une sphère. Mais les gens, ils vont plus loin que ça. Ils disent, ça peut avoir n'importe quelle forme. Ouais, D'accord. Donc, juste une variété topologique ou une variété. J'ai quand même une petite question. Est-ce qu'on traite tous les nœuds ou est-ce qu'on peut faire une marche un petit peu aléatoire comme les marches? C'est-à-dire traiter beaucoup de nœuds et puis est-ce que une question attachée à ça, est-ce que ça marche même si on a des milliards ou des millions de nœuds? Ou est-ce que c'est comme en machine, en réseau de neurones, on prend parfois beaucoup d'exemples. Mais ici, je pense, je ne En sais fait, pas si le une fait ou la traite, dimensionnalité, est-ce ouais, que… une traite est appliquée en d'autres travaux sur un nombre un grand nombre de données. Mais en fait, l'apprentissage compétitif est bien, il n'est pas appliqué toute seule. Il vient, D'accord, comme j'ai dit, il vient après une quantification vectorielle ou une méthode de clustering qui permet de trouver les prototypes. Et ce sont ces prototypes qui seront après traités par la CHL. Et donc, d'accord, souvent, les prototypes, il n'y aura pas beaucoup. Et il n'y aura pas un nombre très élevé. ah, Dans tous les d'accord, cas, d'accord, oui, oui, Pardon, l'algorithme, il oui. est très simple oui, et, et rapide. Donc, même s'il y oui, a un grand nombre, il Ouais. y aura pas de problème. Pardon, Myriam. Nous avons utilisé le réseau bien après, c'est-à-dire après appliquer le réseau compétitif, Oui, c'est-à-dire déterminer les prototypes des classes. voilà. Mais comme je vous ai dit, pour résoudre le problème de non supervisé, donc on a réfléchi sur l'analyse de connexité c'est-à-dire entre les points ou bien entre les objets. Ah, d'accord, Mais Voilà. c'est une idée, pourquoi pas? C'est-à-dire pourquoi pas réfléchir sur l'utilisation du réseau bien dès le départ. oui. Oui. Et pour l'application, donc nous avons appliqué, comme il a dit Myriam, sur des exemples simulés. Après, nous avons appliqué l'approche pour la segmentation des images. Et nous avons travaillé sur un exemple, c'est-à-dire réel, d'image, c'est les PET scans Oui, de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une D'accord. application. Donc, voilà. Mais maintenant, donc, on cherche à appliquer l'approche et voir, c'est-à-dire les résultats sur des données très, très importantes, comme une base de données des systèmes d'évaluation. Ah, d'accord. PISA. Donc, nous avons plusieurs informations. La base est très, très riche. il y a un Donc, défi on est en train de le nombre de réfléchir sur dimensionnalités très élevé. comment appliquer l'approche. Voilà. Donc, Merci. c'est un sujet de thèse de l'un de mes étudiants. C'est intéressant Alors, parce merci, que M. Jawed. c'est des Donc, données. maintenant, donc, on parle. Oui. Si, Ouais. si jamais il y a d'autres Quelle questions. est une question? Quelle relation entre un Alors, réseau une de autre neurones question, je pense, quelle est la relation
sans fixation de dimension et le gaz neuronal. Pardon, ça veut dire quelle est elle est où la question? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Quelle est la relation? Oui, oui, bien sûr. Il y a Alors, quelle est la une relation entre un réseau de neurones compétitifs sans fixation de dimension et le gaz neuronal? fixation justement parce que le gaz neuronal, heu, on on fait pas une fixation de dimension au début. Au début, on n'a pas de neurones, mais au cours de l'apprentissage, on ajoute des neurones à chaque fois et on fait le traitement, des neurones, le gaz neuronal. C'est toute une procédure, et si jamais on peut faire une présentation qui détaille, la méthode. Certainement, certainement. Voilà. Ça serait intéressant. Mmh. D'accord. Oui. Alors, une autre question, bon, concernant le learning rate, c'est-à-dire le taux d'apprentissage. Oui. J'ai compris de votre présentation que vous avez utilisé une approche pour le choix de cet hyperparamètre d'une façon optimale, pas trop petit ni trop grand. Si vous pouvez nous donner Oui. plus de détails sur cette méthode, on vous serait très reconnaissant. En fait, Oui, donc pour le choix de la fonction d'apprentissage. Oui. Le alpha de T. en fait, qu'est-ce qu'il fait? Le C'est alpha de t, oui. alpha de t, c'est alpha 0 sur 1 plus, plus t, qui est le nombre des itérations et donc à chaque fois, le nombre augmente des itérations, le pas, Oui, devient de plus en plus, devient de petit, enfin, comment dirais-je? Il, il Oui, diminue de plus en plus. oui, On oui. et Donc pour, si il je peux ressemble répondre, oui. excuse-moi, il ressemble à la gradient descente. C'est le même principe. Hmm. On essaie de trouver un pas qui nous permet de converger. En fait, c'est tout, il y a des conditions stochastiques, qu'on respecte, dans ces fonctions pour converger vers, les résultats attendus. Hmm. Donc on Alors essaie oui, ça demande un petit oui, peu de Mariam, juste pour ajouter une chose. Alors pour le choix, c'est vrai, le choix de la fonction d'apprentissage, ça pose toujours problème. oui, Donc nous avons il y a plusieurs de formes. D'ailleurs, dans mon exposé, je vous ai donné des exemples, c'est-à-dire des fonctions comme fonction sigmoïde, etc. Alors nous avons travaillé avec la fonction search and converge. Mmh. Donc, c'est une fonction qui est définie par deux paramètres. Donc, c'est le t et le taux. Alors, le t, c'est le nombre d'itérations et le taux, c'est un temps aussi qui concerne la convergence de l'algorithme. Donc, c'est comme si donc, Voilà. nous avons, c'est-à-dire dans l'algorithme, nous avons deux phases, une phase de recherche et une phase de convergence. oui. Alors, pour les paramètres ne pose pas de problème. Il y a une constante qui doit, comme il a dit Myriam, il doit respecter certains critères. Et pour le taux, donc, toujours, c'est-à-dire, on essaie, c'est-à-dire d'utiliser un taux important pour donner le temps, c'est-à-dire à l'algorithme, pour qu'il puisse converger. Et bien sûr, à la fin, c'est-à-dire toujours on compare l'itération T-1 avec l'itération T pour voir la stabilité, c'est-à-dire de l'algorithme. Voilà. Donc, avec le temps, on peut adapter le temps, on peut le modifier si jamais. En fait, l'autre, méthode l'autre fonction qui est search, then converge, c'est alpha 0 sur 1 plus, t sur C'est tau. Là, surtout, oui. voilà. Ils ont changé, ils ont divisé par tau exactement pour, diminuer l'influence de alpha 0 parce que, Oui, une fois on change alpha 0, ça peut, vraiment influencer le pas d'apprentissage et donc pour diminuer cette influence, ils ont ajouté un taux et qui est, comment dirais-je en français? Qui freine plutôt la
l'influence de alpha 0. Et donc, Oui. il suffit de prendre un taux qui est assez supérieur à alpha 0 et ça permet de converger. Personnellement, dans mon programme, j'ai jamais changé le la valeur que j'ai donnée à Au alpha 0 début. et à taux Oui, depuis le d'accord. début. Et ça marche sur tous les données. Et même quand je cherche, je change, il n'y a pas vraiment une influence. Tant que je C'est ça, garde c'est ça. cette relation. Oui. Oui. On peut toujours mathématiquement, on peut toujours trouver un alpha de t optimal, etc., et faire Voilà. des Oui, calculs. Mais justement, c'est en général, lorsqu'on travaille, ça n'a pas d'effet concret en général, en général. Donc, je pense pas que ça va. C'est vraiment un détail. En général, on passe. C'est un petit peu comme dans les réseaux de neurones, toujours le alpha T, puisqu'on l'utilise partout. À chaque fois qu'on a un problème d'optimisation, on l'utilise. Et parfois, il y a des collègues qui passent beaucoup de temps pour trouver le vrai alpha de T, mais à la fin, ils trouvent que ça n'a pas vraiment une grande influence sur la convergence. d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La nature, il y a une question. Quelle est la nature des données traitées donc, professeur Souad avait déjà. Oui, oui. En général, ce sont des données statistiques. Est-ce qu'on peut utiliser ça Donc, pour nous allons. la reconnaissance de forme, par exemple Ah oui, oui, Oui. bien sûr. Donc, D'accord. nous avons déjà un programme, un générateur, c'est-à-dire de données, qui génère, c'est-à-dire des distributions de données Oui, en précisant, c'est-à-dire l'écart type, la variance, etc. d'accord. Donc, des paramètres mathématiques. Et selon, bien sûr, notre choix, est-ce qu'on cherche, c'est-à-dire une distribution gaussienne ou bien non gaussienne? D'accord. Voilà. Oui, Donc, je pense, s'il n'y a pas de questions, moi, je d'accord. voulais. Voilà, donc c'était la dernière. Donc, s'il n'y a pas de questions. Donc, je vous avais envoyé une affiche. Oui, 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 oui. Pas de la. C'est moi. Oui, Ma question est la suivante. Est-ce que le gaz neuronal a un rapport avec le gaz des atomes, le gaz réel des atomes? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux là? En fait, le nom, il vient justement, c'est juste une ressemblance. Il n'y a pas vraiment, la seule relation, c'est le nom. Mais et je ne sais pas comment on peut peut-être Sont bien. utiliser. mais oui. En fait, elle vient Mais je pense sûrement c'est-à-dire toujours il y a une analogie entre oui, justement, parce que voilà donc la sûrement dispersion oui. des des neurones au cours de l'apprentissage, il ressemble au Oui. gaz brownien, les molécules browniennes dans un paroi. Il ressemble à ça. C'est pour ça qu'il l'a appelé, je crois c'est qui? C'était Martinez, je crois, qui l'a appelé, gaz neuronal. Voilà. D'accord. C'est bon. D'accord. Bien. D'accord. Autre question? D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on s'arrête là. D'accord. Merci Merci, professeur, professeur. merci Merci à vous. Myriam, oui, merci à vous aussi. Merci à Ayoub pour sa présentation. Ayoub, oui. Oui. D'accord, donc la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci. Allez, au revoir. Inch'Allah, d'accord. Allez, au revoir. Merci à vous. Au revoir.